Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et bonne année à tous les Malagasy. À la une de l'actualité, la première dame, Madame Mial Razouen, a reçu ce jour un trophée de reconnaissance de ses actions dans la lutte contre les violences basées sur le genre, attribué par l'UNFPA lors d'un dialogue de haut niveau sur l'investissement pour accélérer l'égalité de genre. À cette occasion, Madame Mial Razouen a souligné l'appel à la coopération pour lutter contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, notamment les mariages précoces. L'épouse du président de la République a également confirmé sa condamnation du viol et de la cruauté, comme elle l'a dit lors de la célébration de la journée du 8 mars. For the contribution, Madam First Lady, that you have made as being a champion on issues of gender-based violence and gender equality. And we wanted to honor you with this award on behalf of the United Nations Population Fund. Le Fonds des Nations Unies pour la population, ou UNFPA, a rendu hommage aux efforts déployés par Madame Mial Razouen en tant que championne de la lutte contre les violences basées sur le genre, en lui offrant un trophée de reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle pour la mobilisation des partenaires et le renforcement du cadre légal ayant permis aux femmes et aux filles de briser le silence sur les violences et de retrouver leur dignité. Le trophée a été remis par Madame Lydia Zigorno, directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Est et du Sud. Madame la Première Dame, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude pour votre implication sans relâche et l'appel que vous avez lancé à Tamatave pour davantage d'investissement envers les femmes. Le système des Nations Unies est aussi très engagé pour accompagner Madagascar sur cette lancée avec le développement en cours de l'initiative Spotlight 2.0, qui est donc une initiative conjointe du système des Nations Unies et de l'Union européenne contre les violences basées sur le genre. La visite de notre directrice régionale s'inscrit dans cette optique et vise à démontrer l'engagement du système des Nations Unies tout entier et à soutenir les efforts du gouvernement pour accélérer les progrès vers l'élimination des décès maternels évitables, des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et des violences basées sur le genre. À cette occasion, Madame Mial Razouen a confirmé sa déclaration lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, en soulignant que les efforts se poursuivent et elle est là, prête à protéger les femmes et les enfants, mais surtout ceux qui ne peuvent pas encore parler. Nous sommes conscients des réalités ainsi que des nécessités, tant au niveau national que régional. Les violences basées sur le genre sont un véritable frein au développement collectif pour le bien-être et l'autonomisation des femmes et des filles. Bien que des progrès notables ont été réalisés au cours de ces dernières années pour surmonter ces obstacles, il reste encore beaucoup à faire. Le bilan demeure alarmant. Malgré tous nos efforts menés de concert avec l'ensemble des différentes instances qui œuvrent dans cette lutte, notamment les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure, de la Gendarmerie, de la Santé, de la Population, la société civile, de nombreuses associations et bien d'autres, nous sommes aujourd'hui confrontés à une forte recrudescence de violences envers les femmes, et particulièrement l'inceste envers les petites filles et les petits garçons. Il y a des souffrances que l'on n'entend pas. L'enfant est la proie idéale, surtout quand il n'a pas accès au langage, car il ne parle pas ou ne sait pas encore parler. Un enfant n'ose pas dire non. Chaque jour, des centaines d'entre eux sont abusés par leurs proches. Les agresseurs font preuve d'une telle cruauté et de perversité. Ces actes abominables sont une atteinte directe à la dignité et aux droits les plus fondamentaux. Les violences basées sur le genre constituent un crime et une violation grave des droits de l'homme. Les violences basées sur le genre et les autres pratiques néfastes restent un obstacle majeur à l'épanouissement et à la résilience des femmes et des filles.
Des lois protégeant les droits des femmes sont en vigueur, certes, mais nombreux sont les victimes qui souffrent encore en silence, en portant de lourdes séquelles des pratiques abusives subies, souvent en raison de la prédominance patriarcale. Et le pire, c'est que ce sont les victimes qui ont toujours l'impression d'être coupables. Et je suppose que vous êtes d'accord avec moi, il faut que cela cesse. Cependant, la lutte contre la violence est une lutte collective. La Première Dame a donc lancé un appel à tous pour s'engager dans cette cause. À Madagascar, une femme ou une fille sur 4 a été victime d'au moins une forme de violence au cours de sa vie. Cette violence, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, porte alors un lourd tribut sur la santé et l'autonomisation des femmes et des filles. Elle altère aussi la liberté, le choix et la possibilité d'avoir des enfants. L'efficacité de la lutte contre les violences basées sur le genre et les inégalités de genre sont réduites à cause des stratégies fragmentées, à cause de la lenteur administrative, à cause des arrangements à l'amiable pour certains cas. Les défis posés par les violences basées sur le genre et les inégalités de genre sont difficilement réalisables par approche isolée, lorsque différents acteurs agissent seuls et sans coordination. La complexité de ces défis nécessite une approche holistique et intégrée, où les actions et les politiques sont mieux harmonisées pour maximiser l'impact et assurer une lutte efficace contre ces problématiques profondément enracinées dans notre société. L'intégration du planning familial est importante et n'est pas à négliger. Je saisis cette occasion pour faire à nouveau un appel à l'action, un plaidoyer, pour qu'ensemble, nous accélérons les progrès pour les femmes et les filles de mon pays, pour inciter et solliciter tout un chacun à investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme. Je suis convaincue que nous pouvons agir davantage pour changer l'avenir et la privation des droits humains de nos filles et des femmes malagasy. Mesdames et messieurs, agissons ensemble, sensibilisons, informons le plus grand nombre, car ceci est vital. Agissons bien, agissons pour que l'impact soit rapide, durable et en profondeur. Nous avons tous le devoir de nous lever pour dénoncer et éliminer ce fléau qui gangrène notre monde et qui condamne nos sociétés, nos familles et nos générations futures. En parallèle avec la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, l'égalité des sexes, la lutte contre les mariages précoces, les grossesses précoces et le planning familial font également partie de la lutte. Et comme annoncé précédemment, la célébration du Nouvel An malagasy s'est tenue aujourd'hui au palais de Manzakamiadan, 129 ans après la dernière célébration qui s'y est tenue. Un moment historique pour Madagascar, car cette célébration marque la continuité et la mise en valeur de l'identité du pays. Cette célébration a vu la présence des descendants de la royauté malagasy, des Apanzak, des rois et des sous-abbés venant des 4 coins de la grande île et des responsables étatiques menés par le ministre de la Culture et de la Communication, mais aussi des membres du corps diplomatique. Natera Kutumav, Anzara Zanarvelo. C'est au mois de novembre 1895 que le palais de la reine de Manzakamiadan a reçu pour la dernière fois le Nouvel An malagasy. La reine Ranavalna III avait dirigé le bain ou le rituel de Fidjuvan à cette époque. 129 ans plus tard, le 11 mars 2024, le peuple malgache, les Apanzak, les rois et les sous-abbés de toute la grande île et le gouvernement malagasy est au palais Maswanj pour la célébration du Nouvel An malgache. C'était un jour important pour les Malgaches car la grande célébration du Tombovo malagasy est de retour au palais.
C'est le début de l'année, mais aussi le moment de célébrer les premières récoltes de cette année, un moment de reconnaissance et pour rendre hommage aux grâces reçues. Le Nouvel An est aussi un moment de pardon entre les Malgaches, en supprimant les mauvaises choses qui peuvent être présentes, et cela tout au long de l'année. La célébration du Nouvel An malagasy est marquée chaque année par le tsujan donné par les descendants de la famille royale, mais aussi la distribution du riz mélangé au lait et au miel, uvar et tunjajanun ou sitanteli. La célébration a vu la présence des ambassadeurs tels que ceux de l'Inde, de la Chine, mais aussi de la France, qui a souligné qu'il a déjà soumis la demande de restitution du crâne du roi Tuir au ministre français de la Culture. Tout d'abord, je souhaite à l'ensemble du peuple malgache une excellente année. Tombav, Tombovo, bien prononcé. Et je suis très heureux de me retrouver une fois de plus près du Rouve, réinauguré le 18 juin dernier par le président de la République et dont on sait l'importance dans l'histoire de Madagascar. S'agissant du sujet que vous venez d'aborder, Monsieur le Ministre, j'accepte avec beaucoup d'humilité, naturellement, le courrier qui vient d'être remis à Madame la Ministre française de la Culture. Il lui sera adressé aujourd'hui même. Beaucoup de travail a déjà été effectué s'agissant de cette restitution dont je mesure toute l'importance. Et sachez que vous avez en moi non seulement un ami, mais quelqu'un de convaincu que l'avenir de notre relation ne peut se fonder que si nous avons conscience de notre passé partagé. Au mois de septembre prochain est prévue une deuxième célébration de Nouvel An malagasy, selon les explications. Et puis le lycée Jean-Joseph Rabé-Hervé à Analakeel a marqué aujourd'hui le Nouvel An malagasy en accordant de l'importance à la culture malagasy. L'école est le lieu où l'on enseigne aux élèves les valeurs. C'est pourquoi les éducateurs ont accordé une importance particulière à cette journée. Fajasena Mirai, Asnara Falzanar. Les élèves et les professeurs du lycée Jean-Joseph Rabé-Hervé à Analakeel ont porté aujourd'hui des vêtements malagasy dans le cadre de la célébration du Nouvel An. En plus des tenues, il y a eu également une démonstration de danse et de kabar malagasy interprétée par les élèves et les professeurs. À l'école, ils enseignent les valeurs, la solidarité et l'unité qui doivent prévaloir au sein du peuple malagasy. C'est la première fois que l'école célèbre le Tombovo malagasy. Après les activités organisées lors de la matinée de sensibilisation, les étudiants ont poursuivi leurs cours. Dans les actualités sociales, lors de sa tournée à Tuamasin, la ministre de la Justice n'a pas manqué de visiter la prison d'Abalatavouang. Elle a également doté de matériel la prison pour que les détenus puissent bénéficier de formation. Les détails. Afin de réhabiliter les détenus et de préparer leur réinsertion, ils bénéficient d'une formation certifiante en prison. Pour la prison de Tuamasin, dénommée Abalatavouang, les productions des détenus ont déjà des acquéreurs, dont des étrangers. Certains clients passent des commandes selon leurs besoins. Ces prisonniers travaillent le bois, le textile et autres. Lors de sa visite sur place, la ministre de la Justice, Ranjamanatela Soulinde Boulatine, a remis des matériels aux détenus. L'argent gagné par les prisonniers, grâce à la vente de leurs travaux manuels, est utilisé pour améliorer les outils et les matériels utilisés. Cependant, une partie de l'argent est donnée aux détenus afin qu'ils puissent préparer leur avenir et réintégrer la société à leur sortie de prison. Et puis, 70% des ordures dans le 2e arrondissement ont été enlevées la semaine dernière. Les ramassages se poursuivent cette semaine, a déclaré aujourd'hui le délégué du 2e arrondissement. Les habitants dans le 2e arrondissement se plaignaient de l'accumulation d'ordures et des odeurs qui vont avec. Actuellement, depuis la mise en place du nouveau PDS, les ordures commencent à être ramassées et les quartiers deviennent plus propres. L'opération coup de poing dans le 2e arrondissement se poursuivra jusqu'à vendredi, selon les explications du délégué au maire.
Les autorités du 2e arrondissement invitent les habitants à continuer de nettoyer et à ne pas jeter les ordures n'importe où, mais uniquement dans les bacs à ordures. Diplomatie à présent, la mise en place de la raffinerie d'or à Madagascar, le partage d'expériences entre deux pays riches en ressources minérales, tels sont entre autres les thèmes abordés lors de la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Zimbabwe, David Douglas Amadiripi, au ministre des Mines, Rakutumalala Irnjan Olivier, à Panjinum vendredi dernier. Selon l'ambassadeur, le développement des relations dans le secteur de l'exploitation minière est très important, vu la longue histoire d'exploitation minière dans son pays. De son côté, le ministre des Mines a annoncé que le gouvernement et la Chambre des mines du Zimbabwe ont mis en place une école des mines et de géologie. À l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont exprimé leur volonté d'explorer les opportunités de coopération pour que les richesses minières profitent davantage aux deux pays et à leurs populations respectives. Et côté sport, les athlètes malagasy ont brillé hier soir lors du 13e édition des Jeux africains qui se déroulent à Accra. En haltérophilie, Eric Herman a remporté 3 médailles d'or dans la catégorie des moins de 55 kg. 2 haltérophiles dans la catégorie féminine ont obtenu l'argent et le bronze. Anzara Zonarvelo. L'hymne national malagasy a retenti hier soir dans ce stade couvert de l'Université de Ghana. Eric Herman a remporté 3 médailles d'or en haltérophilie des moins de 55 kg. Il a obtenu 96 kg à l'arraché et 135 kg à l'épaulé jeté, ce qui donne un total de 231 kg. L'Ouganda a remporté la médaille d'argent et le Nigeria le bronze. Chez les femmes, Tiavna Anjiamitansu Fabia, chez les 45 kg, a soulevé 47 kg à l'arraché et 67 kg à l'épaulé jeté, soit un total olympique de 114 kg. Elle a donc remporté une médaille de bronze. Dans la catégorie féminine des 49 kg, Sabrina a remporté l'argent et le bronze. De nombreux athlètes malagasy attendent leur tour dans la discipline haltérophilie à l'occasion de ces Jeux africains. Et la lutte est l'une des disciplines où nous concourons pour les Jeux africains. Les 4 femmes qui ont représenté Madagascar ont été battues. Selon les lutteuses et l'entraîneur, ces compétitions internationales sont nécessaires pour évoluer. Toujours un reportage de Anzara Zonarvelo. 4 lutteuses ont participé aux Jeux africains. Rassoir Malala Victouane a chuté au 2e tour de la catégorie des 50 kg face à l'Égyptienne Mohamed Nada. Pour la catégorie des 57 kg, Soulniana Malal a été vaincue par l'Égyptienne Yassine Logui en quart de finale. Cette dernière était techniquement supérieure. Rassolantenena Emma, 53 kg, a perdu en demi-finale contre l'Égyptienne Mohamed Shaft sur le score de 5-0. Le résultat a été le même pour Rassoir Malala Françoise Elodie dans la catégorie des 62 kg. Elle a atteint les demi-finales, mais a perdu face à une Sénégalaise et est repartie avec la médaille de bronze. Selon l'entraîneur, le Nigeria et l'Égypte sont les plus redoutables en lutte et pour gagner, il faudra intensifier les entraînements. Toujours à l'international, l'opposition de centre-droit menée par Luis Montenegro a remporté dimanche de justesse les législatives au Portugal devant le Parti socialiste et le parti extrême droite Chega. Les résultats ne permettent pas aux gagnants de former une majorité absolue à lui seul, ni même en coalition avec le petit Parti libéral arrivé en 4e position. France 24. Levé de la victoire pour Luis Montenegro et ses partisans dimanche soir. Le leader de centre-droit revendique la victoire aux élections législatives portugaises. Il me paraît évident que l'Alliance démocratique a gagné ces élections et que le Parti socialiste les a perdues. Une victoire obtenue de justesse face au Parti socialiste au pouvoir, dont le leader a concédé la défaite quelques minutes plus tôt. Malgré la différence ténue entre nous et l'Alliance démocratique, les résultats ne permettront pas au Parti socialiste d'être le parti qui arrive en tête. Le Parti socialiste sera l'opposition.
Mais les vrais vainqueurs de cette soirée, les voici peut-être. Les sympathisants du parti d'extrême droite Chega, menés par leur leader André Ventura. Il obtient 18% des voix contre seulement 7% il y a 2 ans. Cette soirée restera dans l'histoire du Portugal. Ce soir, je peux vous assurer ceci, le bipartisme est mort au Portugal. Le parti Chega s'est dit prêt à une alliance avec le centre droit pour former un gouvernement. Une hypothèse catégoriquement écartée par Luis Montenegro, qui a réaffirmé son refus de former un tel accord avec l'extrême droite. Un premier navire affrété par l'ONG espagnole Open Arms en partenariat avec l'ONG américaine World Central Kitchen s'apprêtait dimanche à appareiller du port de Larnaca à Chypre. L'Union européenne et les États-Unis avaient annoncé vendredi préparer un corridor maritime depuis Chypre, situé dans l'est de la Méditerranée et à environ 370 km de Gaza. 64. Affrété par les ONG espagnoles Open Arms et américaines World Central Kitchen, c'est ce navire, un remorqueur, qui doit ouvrir le corridor humanitaire vers Gaza. 200 tonnes d'aide, chargées au port de Larnaca à Chypre, direction Gaza à 370 km de là. Négocié par les États-Unis et l'Union européenne, ce corridor est soumis à un étroit contrôle israélien pour éviter, dit l'armée, que des armes ne transitent vers Gaza. Nous faciliterons l'aide par la voie maritime coordonnée avec les États-Unis sur les aspects sécuritaires et humanitaires avec l'aide des Émirats arabes unis pour la partie civile. Elle comprendra les inspections appropriées à Chypre et les marchandises seront acheminées par des organisations internationales avec l'aide des États-Unis. Mais l'absence de port en eau profonde à Gaza limite l'ampleur des livraisons. Un autre navire pourrait changer la donne. Le général Frank Besson, vaisseau de l'armée américaine dédié à la logistique, en route vers l'enclave palestinienne. Objectif, bâtir près de ses côtes un port flottant à même de recevoir de grands navires et davantage d'aide. Nous prévoyons qu'il faudra plus de 1000 soldats américains pour participer à la mise en place de cette capacité. Le déploiement des forces et la construction du pont jeté et de la jetée prendront plusieurs semaines, voire jusqu'à 60 jours. L'aide devrait être acheminée sur le rivage via un pont. Restent les problèmes d'insécurité à terre, avec les risques de pillage de l'aide par une population en proie à la famine. Pour terminer, le plus gros fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, basé en Inde, va commencer à distribuer en Afrique un nouveau vaccin bon marché contre le paludisme à compter du mois de mai. La maladie tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur le continent, les enfants de moins de 5 ans comptent pour plus de 80% de décès. 64. C'est dans cette usine indienne aux allures de laboratoire qu'est fabriqué le nouveau vaccin antipaludique. Une production à grande échelle. Des dizaines de milliers de doses par jour doivent être préparées pour livrer au continent africain des millions de vaccins, comme s'y est engagé le Serum Institute of India. Un enfant sur 200 dans cette tranche d'âge si importante perd la vie s'il n'est pas soigné à temps contre le paludisme. Donc ce vaccin va avoir un impact énorme. Pour l'instant, nous prévoyons de fournir environ 25 millions de doses contre le paludisme au continent africain cette année. Un deuxième vaccin, approuvé par l'Organisation mondiale de la santé pour endiguer la propagation de cette maladie parasitaire. Le paludisme tue chaque année plus de 600 000 personnes dans le monde. 95% des victimes sont africaines. Également appelée malaria, cette maladie transmise par les piqûres de certains moustiques est un fléau chez les enfants en bas âge. Alors ce nouveau sérum, baptisé R21, est bon marché selon son fabricant, pourrait être d'une grande aide dans la lutte contre le paludisme. Il faut pouvoir bloquer l'infection parasitaire, prévenir l'infection. Donc ce blocage qui fait le vaccin, il génère un anticorps en telle quantité dans le corps de l'enfant que même si quelques parasites sont introduits par les moustiques après une piqûre,
Ils sont vus par ces anticorps et sont détruits très tôt. Ce vaccin présente un taux d'efficacité autour de 75%. Le R21 sera essentiellement acheté et distribué par l'UNICEF et l'Alliance du vaccin. Il devrait être accessible notamment en RDC, en République centrafricaine et au Tchad dans les prochains mois. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour plus d'actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.